La Cour pénale internationale a ordonné ce mardi la libération provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, une mise en liberté provisoire ordonnée sous des conditions spécifiques. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a annoncé la convocation d'un dialogue politique pour le mois de juillet pour préserver la paix et le développement que connaît le pays actuellement. Et puis à Madagascar, le président a annoncé que le nouveau Premier ministre de consensus a formé son gouvernement. La nouvelle équipe devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Cour pénale internationale a annoncé ce mardi la libération provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Cette mise en liberté provisoire a été ordonnée sous des conditions spécifiques. Il doit s'abstenir de faire des déclarations publiques sur cette affaire, ne pas changer d'adresse sans préavis, ne contacter aucun témoin dans cette affaire et se rendre immédiatement aux autorités compétentes si la chambre de première instance l'exigeait. C'était à l'issue d'une audience à La Haye. Voici les images. Pierre Bemba Gombo. La Cour pénale internationale a tenu mardi une audience qualifiée d'urgente à La Haye. À la fin, il a été déclaré que les juges rendraient leur décision sur le maintien en détention ou non de Jean-Pierre Bemba ce mercredi au plus tard. La question est toujours d'actualité car bien qu'acquitté, l'ancien vice-président congolais n'a pas été libéré. L'homme est sous le coup d'une autre condamnation dans une affaire annexe dont la procédure est encore en cours. Par l'annonce de son acquittement historique vendredi, la Chambre d'appel a estimé qu'il n'a pas été prouvé que Bemba, qui n'était pas lui-même présent en Centrafrique lors des faits à lui reprocher, aurait pu contrôler à distance les agissements de sa milice, le mouvement de libération du Congo. La Chambre cherche aujourd'hui à explorer la question de savoir si cela reste justifié de maintenir M. Bemba en détention dans cette affaire tout en délibérant sur sa nouvelle peine, toujours dans cette même affaire. La Chambre est consciente de la nécessité d'une décision rapide dans cette affaire et peut déjà annoncer que sa décision sur le maintien en détention de M. Bemba interviendra demain au plus tard. Le fait que M. Bemba soit détenu depuis plus de 10 années au total et qu'il ait purgé plus de 4,5 fois sa peine initiale est en soi une circonstance particulière qui joue en faveur de sa libération. Étant donné qu'il a subi 10 ans de détention, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel qu'il devienne un fugitif. Quiconque a entendu les arguments ce matin, en particulier Melinda Taylor, doit se rendre à l'évidence que la seule possibilité pour la Chambre de première instance est de le libérer dans les prochaines 24 heures. Si les victimes sont déçues, elles doivent diriger cette déception ailleurs que sur M. Bemba. Il n'est pas coupable, il n'a rien fait, il n'a pas causé leur souffrance. Les erreurs dans le jugement et dans le processus sont celles des juges et de l'accusation. Des experts en droit international s'accordaient à dire qu'il est fort probable que l'ancien vice-président congolais, âgé de 55 ans, soit libéré au vu du temps déjà passé derrière les barreaux. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a annoncé la convocation d'un dialogue politique pour le mois de juillet prochain. Ce dialogue vise à préserver la paix et le développement que connaît le pays actuellement. Le chef de l'État a fait cette annonce lors d'un discours retransmis ce mardi à la télévision d'État. Selon le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, le dialogue et la concertation politique constituent les voies pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Il a fait cette déclaration lors d'un discours retransmis ce mardi à la télévision d'État. Discours dans lequel il a annoncé la convocation d'un dialogue politique pour le mois de juillet prochain. Pour le pouvoir en place, ce dialogue politique, le 6e sous la présidence Obiang, est un appel aux Guinéens de la diaspora de rentrer en Guinée équatoriale pour trouver des stratégies globales et inclusives. L'invitation au dialogue national sera envoyée à tous les Équato-Guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques et pour certains délits politiques afin de rentrer. Comme lors du précédent dialogue tenu en 2014, plusieurs partis politiques pourraient être légalisés à l'issue de celui-ci.
De nombreux Guinéens ont fui le pays, dirigé par le clan Obiang, et dont la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. Rappelons que la Guinée équatoriale compte 17 partis politiques reconnus officiellement. À Madagascar, le nouveau Premier ministre de consensus a formé son gouvernement. La nouvelle équipe a pour mission de diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour sortir la grande île de cette crise politique. Les images. Le gouvernement de Christian C est maintenant mis en place après diverses négociations, a déclaré le chef de l'État lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Iavoloa à Antananarivo. La formation de ce gouvernement répond également à la décision numéro 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 de la Haute Cour constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue politique entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Ce gouvernement aura la lourde responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Fin mai, la Haute Cour constitutionnelle avait ordonné la nomination d'un cabinet d'union nationale pour sortir de l'impasse causée par les manifestations de l'opposition depuis fin avril. Le président Eri s'est plié à la décision de la plus haute instance juridique du pays et a nommé le 4 juin dernier un nouveau Premier ministre, Christian C, haut fonctionnaire international. Cette formation de gouvernement est juste le résultat d'une décision de la ACC. Moi, je pense que tout le monde est prête à participer dans le but tout simplement de maintenir la paix et l'ordre pour venir dans le plus bref délai à une élection paisible. Moi je crois bien, mais nous allons nous concerter et vous allez voir que la situation va vers l'apaisement. La Haute Cour constitutionnelle a également accéléré le calendrier électoral. Les scrutins présidentiels et législatifs devront se dérouler dès la saison sèche, c'est-à-dire avant septembre et non plus à la fin de l'année. Pour rappel, depuis fin avril, Madagascar, grande île de l'océan Indien, traverse une crise politique provoquée par l'adoption de lois électorales controversées. Les dispositions les plus contestées des tests ont été annulées, mais l'opposition exige le départ du président élu fin 2013. Saisie par l'opposition, la Haute Cour constitutionnelle a toutefois refusé de se prononcer sur ce point. En bref, dans son dernier rapport rendu public ce mardi, Amnesty International documente des violations des droits de l'homme commises en région anglophone du Cameroun, où un conflit armé fait rage depuis fin 2017. Dans ce rapport, l'ONG indique une quarantaine d'écoles attaquées par des séparatistes, un village rasé et 150 témoignages oculaires de violations des droits de l'homme par l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 44 membres des forces de sécurité ont été abattus par des séparatistes armés entre septembre et mai dernier dans les régions anglophones. Restons au Cameroun où le premier avocat non-voyant enchaîne les plaidoiries dans les tribunaux de Douala. Devenu aveugle à l'âge de 3 ans, il s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes handicapées. Reportage. Janvier a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été aveugle depuis l'âge de 3 ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées, malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument
un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait, car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi quasiment par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous parlez d'un article sur l'adultère, sur la demande excessive de la dot, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment, Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. Et puis, hors du continent africain, le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ont affiché leur entente pour tourner la page du passé. C'était ce mardi lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le dirigeant nord-coréen s'engage pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Voici les images. Les relations mouvementées entre Donald Trump et Kim Jong-un ont pris ces derniers mois une tournure inattendue et spectaculaire, se concrétisant par la tenue ce mardi à Singapour d'un sommet historique entre les dirigeants américains et nord-coréens. Alors que les deux dirigeants venaient de signer un document commun dont les détails n'ont pas été révélés, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé son engagement envers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. À l'issue de leur tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, le président américain a fait part de son optimisme sur les discussions en cours, assurant qu'elles se passaient très bien. Donald Trump a également déclaré qu'il mettrait fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, décrit comme très provocateur à l'égard de la Corée du Nord. Je pense que toute notre relation avec la Corée du Nord et la péninsule coréenne sera très différente du passé. Nous deux voulons faire quelque chose. Nous allons tous les deux faire quelque chose et nous avons développé une relation très spéciale. Donc, les gens vont être très impressionnés et seront très contents. Et nous allons nous occuper d'un problème très grand et très dangereux pour le monde. Après sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump à Singapour, le convoi du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a quitté l'île de Sentosa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.